On va parler de la SNCF. Je vous avais dit qu'on parlait de défense, mais on ne parlait pas que de défense, on parlait de dimension duale. Là, on va parler de la SNCF et notamment de la prévision des pannes, avec 10 années de retour d'expérience sur une solution mise en œuvre par la SNCF. Et c'est Cyril Verdun qui va venir nous en parler. Il est directeur de l'ingénierie de maintenance au niveau de l'ingénierie matérielle pour SNCF Voyageurs. Fort d'une expérience de maintenance chez un équipementier de l'armée de terre. C'est votre début de carrière. Donc vous avez rejoint la SNCF en 2002. 10 ans plus tard, vous avez développé des solutions maison pour suivre le matériel roulant et notamment avec le télédiagnostic. Quel bilan, quel retour d'expérience, c'est ce que nous allons découvrir. Je vous demande d'accueillir donc Cyril Verdun. Bonjour. Merci beaucoup. Pas facile de passer après la pause. Donc la présentation a été faite, c'était simplement pour dire que comme ça a été souligné tout à l'heure, les carrières ne sont pas forcément conçues pour travailler dans la maintenance et c'est dommage. En effet, ça reste un secteur d'activité très dynamique. SNCF, en quelques mots, 41 milliards de chiffre d'affaires dans un groupe en constante évolution. Et SNCF Voyageurs, c'est ceux qui vous transportent uniquement, c'est 19 milliards de chiffre d'affaires, 85 000 personnes. Et moi, j'ai en charge en fait la direction de l'ingénierie du matériel partie maintenance. On est 1900 ingénieurs et techniciens à s'occuper finalement de tout le MCO, de tous les matériels roulants. Je suis aussi donc réserviste quelques jours par an pour essayer d'aider l'armée de terre à assurer aussi un meilleur soutien de ses flottes. Alors, on ne fait pas, nous, de la maintenance prévisionnelle ou de la maintenance prédictive. Le mot est parti, il n'est pas parfait, mais il est parti. Pour se faire plaisir. On le fait parce qu'on souhaite rester compétitif. On rentre dans un monde concurrentiel très fort avec des constructeurs qui n'étaient pas intéressés par le secteur de la maintenance. D'ailleurs, on revient au sujet de tout à l'heure. Hein. Alstom, Bombardier, Siemens ne voulaient pas faire de la maintenance. C'était sale. Ils préfèrent faire du neuf. Ils préfèrent faire du nouveau. Et finalement, donc, par obligation, un petit peu, le transporteur est devenu mainteneur. Et aujourd'hui, ils viennent attaquer ces marchés qui sont, comme vous l'avez souligné, sur des très longues durées et avec des emplois très stables d'un point de vue géographique. On voit ici sur cette photo en haut à droite, alors c'est des matériels, pour celui de gauche très ancien, ça s'appelle un Z5300 pour les puristes. Il a 56 ans de plus que celui qui venait d'arriver, c'était déjà il y a 5 ans, dans un technicentre à Villeneuve-Saint-Georges, qui s'appelle le Régio de Zen. Pour parler un petit peu d'évolution des technologies, en 50 ans, le train de gauche avec un CAP électrotech, puis 3 semaines de formation, on savait faire la maintenance de ce matériel. Le train de droite, pour être opérateur de maintenance, pas ingénieur, il faut un bac plus 2, c'est 8 mois de formation et on maîtrisera qu'une seule fonction. Sur le matériel de droite, il y a 1,7 km de câbles électriques et électroniques par mètre linéaire de train. Il y a 5 réseaux, il y a 90 ordinateurs, il y a 272 logiciels. Celui de gauche, il y a 1 mètre de câble électrique et électronique par mètre. Non, en fait, c'est un matériel qui est beaucoup moins redondé, il n'était pas climatisé. Le concept de sécurité de la fermeture des portes, c'est un petit lapin qui vous dit « attention, ça pince très fort ». Alors que l'autre, il va détecter le poignet d'un enfant au moment de la fermeture et va réouvrir la porte en fonction de sa détection de force. Celui de droite, il connaît la température intérieure, extérieure, il connaît le taux de CO2 intérieur et il régule la climatisation tout seul. Donc, une technologie qui a beaucoup évolué et la maintenance qui doit évoluer. Un autre problème, c'est que le coût de maintenance du matériel de droite est plus cher que l'ancien. Et nos clients, nos collectivités ne comprennent pas pourquoi, quand ils achètent un matériel neuf, la maintenance va coûter plus cher.
Malgré tout, on a saisi une opportunité par rapport à cette technicité parce que justement dans le train de droite, il y a un espèce de dialogue naturel entre des ordinateurs et des actionneurs. En gros, l'ordinateur dit à la porte « ferme-toi ». La porte, elle dit « oui, j'ai compris l'ordre », puis elle dit « je me ferme ». Et puis elle envoie des paramètres de fermeture, ou elle génère des paramètres de fermeture. Puis ensuite, le capteur de fin de course dit « je confirme, la porte est fermée ». Puis le capteur de verrouillage dit « oui, je confirme, la porte est verrouillée ». La démarche qu'on a entreprise il y a 10 ans, c'était toujours dans un souci de rester compétitif, pas pour se faire plaisir, pas pour publier dans la super revue du Québec ou de Tours ou de Toulon. On a voulu utiliser ces informations pour essayer de regarder si on pouvait optimiser la maintenance. Et en effet, on est parti d'un principe où est-ce que l'information qu'il met disponible me permettrait de simplifier ma maintenance? Alors ça, c'est pour les matériels très modernes. On en a à peu près 3000 des trains comme ça. Et on a beaucoup d'autres matériels. On a 17 000 trains à la SNCF. Des plus anciens, on rajoute des capteurs pour tenter de faire ce qu'on appelle la maintenance prédictive ou la maintenance prévisionnelle. Si on prend un peu de définition, beaucoup de gens parlent de maintenance prédictive. Alors, un petit bémol sur le terme. Maintenance prédictive, ça voudrait dire qu'on prédit la maintenance. Bon, ça s'appelle la maintenance préventive, donc on n'a rien inventé. Donc c'est encore une fois une traduction un peu alambiquée. 3 choses quand on fait de la maintenance prédictive. 1, on connaît l'état de notre train, en l'occurrence, en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, nous, sur beaucoup de nos matériels, de savoir qu'on a une panne d'une porte, une panne d'une clim, un toilette isolé. C'est bien, mais c'est trop tard. Celui qui serait dans le train et qui regarderait le panneau des commandes, ben, il y en a plusieurs, donc il aurait la même information. Mais c'est déjà très riche d'avoir une centralisation en temps réel, à 30 minutes, voire 2 heures de retard maximum. Ça suffit largement d'avoir cette information centralisée. Elle permet déjà d'avoir un état de ce qu'on appelle l'état sanitaire technique de sa flotte. Le deuxième niveau, donc, pardon, mais ce n'est pas de la maintenance prédictive de faire ça. C'est juste un déport d'informations embarquées. Le deuxième niveau, c'est l'anticipation de l'panne. Donc, nos statisticiens disent qu'on n'a pas assez de panne sur nos trains, nos clients disent qu'on en a trop, mais en gros, à chaque fois qu'on a une panne, on analyse les données qu'il y avait en antérieur, on faisait des croisements et on rejouait le scénario antérieur pour essayer d'identifier des signaux faibles qui auraient pu apparaître précédant la panne. Et comme on a le compte-rendu d'intervention précis de l'opérateur qui dit « j'ai fait ça sur tel symptôme », on a pu générer des algorithmes qui nous permettent finalement, dans 95% des cas, on dit quand la panne va arriver. Ça peut être dans 2 heures, c'est beaucoup trop tard pour une exploitation ferroviaire, mais bon, c'est mieux que, ah, tiens, le train est arrêté en pleine voie pour votre sécurité, merci de ne pas tenter d'ouvrir les portes. Petit passage, on vous dit ça parce que sur certains trains, si vous essayez d'ouvrir les portes, elles peuvent s'ouvrir. Donc, n'essayez pas de tenter d'ouvrir les portes. Ces anticipations de panne, on arrive donc à les prédire à 2 heures, à 2 jours, à 3 semaines parfois. Et donc, dans 95% des cas, je le redis, elle arrive au moment où on l'a dit. Parce que dans 100% des cas, elle arrive. Mais à 95% des cas, elle arrive pile au moment où on l'a prédit. Donc on n'est pas des magiciens, on interprète de la donnée, ça a été conçu par l'homme, un train, donc ça répond à des spécifications et à des normes techniques, tout simples, et donc il s'agit juste de reconstituer le scénario. C'est de la prédiction ou c'est de la statistique, mais on n'est pas des magiciens. Et le troisième niveau, qu'on pourrait commencer à parler de maintenance prédictive, c'est la suppression de la maintenance préventive systématique. Donc, nous, on préfère parler de condition-based maintenance, maintenance basée sur des données, qui consiste finalement à supprimer une intervention de maintenance préventive, d'aller vérifier des états, d'aller vérifier des valeurs, parce que le dispositif nous les envoie en temps réel. Par exemple,
pas la peine d'aller... Enfin, si vous allez chez le médecin pour lui dire « Docteur, est-ce que j'ai un problème au coude ?» Il va vous dire « Ah bon, vous avez mal au coude ?» Non. Vous avez des difficultés à bouger le bras ? Non, non. Il ne va pas vous regarder votre coude. Et pourquoi vous n'avez pas de maintenance préventive sur vos articulations? Parce que nous avons un petit peu de capteurs, des nerfs, qui nous permettent d'alerter s'il y a le début d'un problème, et donc notre cerveau déclenche une opération de maintenance. Alors elle est préventive, elle est corrective, on pourrait y passer des mois, pour éradiquer le problème. Donc finalement, ce que l'on fait, c'est qu'on fait exactement la même chose que sur ce principe. On supprime beaucoup de nos opérations de maintenance préventive qui consistent à aller vérifier que tout va bien, pour se concentrer uniquement sur la correction des défauts qui apparaissent et pas au moment du calendrier statistique où on avait dit on fait ça tous les 2 ans, mais au moment où on en a besoin. Et avec ça, on fait des gains très importants en termes de performance. Je passe pour les définitions si vous êtes intéressés. Sinon, voilà, aujourd'hui, nous, on le fait sur toutes les fonctions qui sont naturellement connectées à ce qu'on appelle le Train Control Monitoring System, en gros le réseau du train. Donc les portes, les freins, les moteurs, les toilettes, la clim, le chauffage. Et sur toute partie de notre parc en fonction de la technologie, parce que pour l'instant, le premier train où on a conçu la maintenance prédictive telle qu'on la souhaitait, c'est le RER-NG qui a été mis en service le 13 novembre dernier. Alors, des cas... Je vais très vite parce que je n'ai pas assez de temps, mais un cas, donc, il y a 10 ans, quand on a commencé là-dessus, j'ai souhaité commencer par un système qui n'était pas primordial, qui permettait de faire adhérer les équipes, qui permettait de montrer que c'était possible. C'est la climatisation et le chauffage dans un train de banlieue d'Île-de-France. Donc ce n'est pas le plus important, ce n'est pas ça que regarde principalement le client, sauf 1 ou 2 mois de l'année quand il fait très chaud. Et souvent, il est à Toulon en vacances. En gros, avant, on avait une opération tous les ans qui consiste à aller vérifier à peu près à la période du printemps que toutes nos clims sont bonnes pour l'été. Aujourd'hui, cette opération, elle n'existe plus. Enfin, pour l'anecdote, elle existe toujours dans notre plan de maintenance, mais elle est faite automatiquement. Il suffit juste qu'un jour où il fait chaud, les groupes de clim se mettent en route et on observe s'ils perdent bien 3 degrés en 5 minutes. S'ils perdent bien 3 degrés en 5 minutes, pas la peine d'aller vérifier qu'ils vont bien, ils vont bien. S'ils ne les perdent pas, en fonction de la nature de la forme de la descente de cette température ou de sa remontée, on sait caractériser le type de défaut. Et donc, on est au mois de mars et on programme sa réparation avant la période d'été qui commence finalement aujourd'hui, plutôt vers début mai. Donc, plus la peine d'aller ouvrir le capot pour aller voir si tout va bien. Elle nous dit toute seule. Et donc, on a 360 rames comme ça. Il y a 9 groupes clim voyageurs, plus 2 groupes clim cabine par train. Donc, d'avoir automatisé cette opération. Et on fait la même l'hiver pour le chauffage. On le fait pour les portes. Ensuite, on s'est adressé à un sujet où il y avait des notions de sécurité. Donc, ici, c'est une petite illustration sur un défaut correctif qu'on arrive à détecter parce que le moteur de la porte force pour se fermer. Ça arrive une fois, c'est un pied dans la porte. Ça arrive à la 2e gare, à la 3e gare, à la 4e gare. C'est pas un pied dans la porte. On l'a caractérisé par un défaut d'un joint invisible, en fait, invisible en maintenance. Il faut démonter le ventail de la porte pour y avoir accès, qui est en train de se déchirer. C'est une illustration. On le fait sur des pantographes. Donc c'est l'espèce de truc qui capte le courant en 1500 ou en 25 000 en haut. Et là, uniquement avec l'information de la pression, très précise, on arrive à détecter des défauts de la voie et on arrive surtout à supprimer une opération de maintenance préventive qui a lieu tous les ans, qui est de vérifier que le pantographe pousse suffisamment sur la caténaire, mais pas trop, pour ne pas l'arracher. Pour ceux qui ont déjà subi un arrachement de caténaire, c'est 3 heures. Un 4e exemple, les batteries. On a plein de batteries pour les auxiliaires dans nos trains, 72 volts, c'est des gros trucs, comme une batterie de camion, mais en plus gros. Ce n'est pas des batteries pour la traction, hein. C'est d'autres types de batteries, même si c'est les mêmes technos. Et donc le constructeur, enfin l'équipementier nous dit qu'il faut les changer tous les 8 ans. Bon, forcément, il vend des batteries.
Donc nous, on a essayé d'optimiser cette opération en mesurant la température, l'intensité et le voltage, et essayer de casser la maintenance moyennée, et donc de la rendre individuelle et au bon moment. Bon, aujourd'hui, cette courbe de Gauss nous montre que, en effet, on en change 1% à 8 ans, et on a dépassé les 13 ou 14 ans de cette moyenne vendue pour 8 ans, mais encore une fois, c'est un vendeur d'équipement, il veut sa garantie, il veut vendre peut-être des batteries, donc forcément, des fois, ça peut être optimisé. On le fait sur les compresseurs, on le fait sur les freins. Voilà. Pour conclure, pour essayer de tenir le timing, aujourd'hui, donc, la SNCF, pas l'aérospatiale ou pas la DGA, en tout cas, est en déficit d'image, justement, sur sa capacité à être dynamique, à montrer qu'on fait tout pour que vos trains ne soient pas en retard, soient propres, même si beaucoup d'humoristes nous challengent sur ce sujet. Et on a donc 1900 ingénieurs qui travaillent à l'optimisation de tout le cycle de vie de nos matériels. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est les leaders mondiaux en maintenance prédictive ferroviaire, devant les Américains, bien sûr, parce que franchement, ils sont nuls en ferroviaire. Pour ceux qui ne savaient pas, hein, ils ont une autre façon de voir le transport, en tout cas. Ça viendra, ça se développe, ça se développe. Mais les Chinois, les Japonais, je suis allé à Séoul, je suis allé à Tokyo, ils sont en train de faire des essais, là où nous, on a déjà 2000 trains en production. Au moment où je vous parle, on a 1100 trains où ils sont en optimisation, le 3e niveau de la maintenance prédictive. Et les gains, ce n'est pas des gains théoriques, j'ai rien à vendre, c'est des gains mesurés, c'est 2 fois moins de pannes. On a eu des pannes de serveur, on remonte tout de suite à 2 fois plus de pannes. D'ailleurs, on met beaucoup plus de temps à revenir à 2 fois moins, puisqu'on a été aveugle quelques jours, quelques semaines, et c'est très long à revenir. On a 20% des coûts de maintenance préventive en moins, parce qu'on ne fait pas des opérations, entre guillemets, inutiles de vérification d'état. On traite que le défaut. Et on fait surtout des optimisations d'installation. Chez nous, on n'a pas assez de voies, jamais. Nos technicentres sont proches des gares, c'est dans des zones très denses, on ne peut pas grossir. Et on a une augmentation du trafic ferroviaire sans augmentation des surfaces. Donc, ça nous optimise d'à peu près 20 à 30% les entrées et nos voies. Voilà, et on utilise, après, on se rend compte qu'avec la donnée, on a plein d'autres usages qui entrent en jeu, de l'éco-stationnement, de l'éco-conduite, de la mesure de CO2 pendant la période Covid. Voilà. En gros, grâce à l'information, grâce à la donnée, quand on a de la donnée, on trouve des cas d'usage qu'on n'avait pas pensé. On a dû enfin développer des SI pour prendre en compte toutes ces informations comment dire à un chef d'atelier, tu vas avoir une panne dans 2 heures sur ce train-là, fais la rentrée et ça sera l'alternateur. Il a fallu qu'on développe des outils. Il y a 10 ans, il n'y en avait pas sur le marché. Maintenant, il y en a plein. Je vous remercie. J'ai un peu dépassé. Si vous avez des questions, je pourrais éventuellement y répondre après. Merci. Merci Cyril Verdun. C'est un autre regard sur la SNCF que vous nous proposez. Et merci beaucoup parce que c'est très très intéressant. Il n'y a pas de séquence de questions-réponses sur ces keynotes, mais par contre Cyril sera là toute la journée. Vous pouvez lui poser les questions.